Alors, on va procéder à l'appel. Martine Mati, présente. Chef Marie-Pierre. Présent. Le Breton Frédéric. Présent. Farouk Martine. Présent. Safford Pierre. Présent. Combier Marie-Christine. Auxerre François qui a donné procuration. Ah, Martine Riva. L'Armande Véronique. Présent. Luc Stanislas qui a donné procuration à Samira Damani jusqu'à son arrivée, puisqu'il est retenu à son travail. Roche Patricia qui a donné procuration, je crois, si je ne m'abuse, à Monsieur Le Breton, c'est exact. Fort Alivant Estelle, présente, signé. Siakor Ranchon Denis, Bouguera Nadia, qui donnera procuration si le conseil municipal n'est pas terminé, puisque. Non, tu es là. Je travaille. Voilà, parce que tu travailles, donc tu donnes procuration. À partir de 20h. D'accord. À Marie-Christine Combier. Royal Christian. Posier Sylvie qui a donné procuration à Eliane Sierban. Marchigna Lisa. Serre Claude. Boyer Isabelle. Lalvis Christian. Avec Dominique. Mursa Antoine. Stella Julie qui a donné procuration à Dominique Alain. Kessaes Jean-Pierre. Guilherme Stéphane. Et Madame Porchetti n'a pas donné. Donc on va d'ores et déjà désigner secrétaire de séance à Madame Estelle Foraviran, qui tient absolument à ce rôle. Donc, et nous remercions Yves Boichon, le directeur Gilles Boichon, désolé, qui est venu, qui va nous parler du rapport d'activité, qui va nous présenter le rapport d'activité de la communauté de communes. Mais avant cela, on va procéder à l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 27 mai, où il y a eu quelques modifications qui avaient été demandées par M. Alain, qui en a tenu compte. Donc, nous le mettons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité, je vous remercie. Donc, nous allons passer au point 2. Avec le rapport d'activité 2024 de la communauté de communes Raga, et je précise que tout le monde a été destinataire de tous les rapports qui vont être présentés ce soir et qui ont déjà été présentés pour ceux qui suivent un conseil communautaire. Gilles, merci. Bien, alors une petite synthèse des rapports d'activité, rapport général de la collectivité, des rapports sur les déchets, l'eau et l'assainissement. Donc ça va tout être dans le même document, comme ça vous avez les éléments en synthèse. Alors, allons-y. Pardon. Voilà. Par rapport aux finances, c'est simplement un petit focus sur les dépenses pour voir sur le budget de fonctionnement quels sont les services et les activités de la communauté, les compétences qui consomment le plus de dépenses publiques. Voilà, sans surprise, hein, c'est toute la partie technique, donc la partie déchets ménagers qui regroupe la plus grosse partie des dépenses réelles de la collectivité. Après, il y a toutes les actions qui sont liées au développement territorial, l'urbanisme, l'économie. Puis l'enfance, la petite enfance, la jeunesse, le troisième pôle. Et puis, vous pouvez noter aussi la part importante du SDIS, puisque c'est une de nos particularités. La communauté de communes finance le SDIS à hauteur de 557 000 € pour cette année-là. Voilà. Pour, en investissement, là, si on fait des blocs sur une année, et c'est encore le cas cette année, les ordures ménagères, on représente un montant important d'investissement avec une stratégie déchets ménagers qui a été mise en place dès 2024 et qui consiste à implanter des conteneurs semi-enterrés et supprimer les bacs de 660 litres progressivement dans les communes, donc ce qui génère des dépenses fortes. Sur le développement territorial, alors il y a 700 000 €
année-là, c'était beaucoup le financement de la fibre optique qui concerne nos communes, nos 9 communes, et qui représente, par exemple, pour cette année-là, 600 000 euros sur les 700 000, donc c'est un volume important de dépenses. Et puis, en termes d'investissement, le troisième pôle important d'investissement, c'est chaque année l'eau potable, l'assainissement, avec les travaux sur les forages, les conduites, tous les investissements qui sont liés au bon fonctionnement de ces compétences-là. Ça donne un ordre de grandeur, c'est pour resituer. Bon, ça, je vous passe, si vous voulez, c'est sur le fonctionnement des services. Sur le développement territorial, le principal sujet encore cette année, ça a été le PNUIH, qui est en pleine enquête publique, puisque qui se termine cette semaine. Je pense que vous avez vu beaucoup de communication là-dessus. Donc, travail de longue haleine qui a démarré au début du mandat et qui va se clore à cette fin de mandat. Et où il y a eu quand même beaucoup de réunions publiques, de l'aide d'information, de communication et un très gros travail de concertation avec tous les partenaires, l'État, département, enfin, toutes ces collectivités et instances qui ont besoin ou pour lesquelles on a besoin d'avis. Et puis, dans cette délégation-là, c'est aussi l'habitat, avec, après de nombreuses années de démarrage, puisqu'il faut faire des études préalables, là, ça a été la concrétisation d'OPH. Sur une année, par exemple, là, c'était l'année 2024, ça fait quand même des montants de travaux importants. On est à 890 000 euros là, de travaux sur cette année-là, avec des subventions d'ANA qui représentent à peu près la moitié, et une partie de subventions des collectivités, puisque les communes, comme vous l'aviez voté en conseil, participent aussi à l'aide aux propriétaires bailleurs ou aux propriétaires occupants. Voilà, sur l'habitat, habitat, développement territorial, urbanisme, les actions principales. Sur le développement économique, donc le principal sujet, ça a été à la fois les aides au commerce et immobilier d'entreprise, vu que sur toutes les communes, chaque année, on a un certain nombre d'aides qui sont attribuées. Les zones artisanales, petit rappel, c'est qu'aujourd'hui, sur le territoire de la communauté de communes, malheureusement, on n'a plus de foncier disponible, vu que les dernières parcelles de zones d'activité ont été vendues. Et l'immobilier qui a été créé, c'est les ateliers d'Inter, l'hôtel d'entreprise intercommunale, sur une friche Intermarché à Bourg-Saint-Andéol, qui a été donc construit depuis 2024, mis en service cette année, et qui propose des box à la location et des ateliers. Faites passer l'information autour de vous, il y en a encore, donc on peut encore accueillir des entreprises sur ce site-là. Et puis, chaque année, on cite aussi le salon d'entreprise qui se fait en alternance dans la Drôme, en alternance en Ardèche. C'est à peu près 300 personnes qui viennent se renseigner sur la création d'entreprise, les mesures d'aide à l'installation, l'accompagnement financier, fiscal, l'accompagnement de la technologie, etc. Donc, qui se poursuit cette année. Voilà, pour un point rapide sur le développement économique, sur les travaux, pour donner un ordre de grandeur de ce qu'on peut faire comme travaux sur une année. Là, c'était à Viviers, il y a eu des travaux importants sur le puits Saint-Nicolas. Donc chaque année, on fait des travaux sur les forages, les canalisations. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin de les entretenir et de les faire mieux fonctionner. Puis des fois, il y a des problèmes de fuite à revoir, etc., d'amélioration de l'installation. Il y a eu un travail important qui a été fait aussi sur Bain par rapport à une problématique sanitaire. On a dû refaire l'alimentation d'un quartier à Bain, à Viviers. Donc vous avez les montants qui vous sont indiqués. Et sur Viviers, on a aussi la problématique du forage de Bélieur, dont l'objectif est à terme de desservir aussi d'autres territoires, puisqu'on a la chance d'avoir un forage qui est très très bon en termes de débit et qui permet déjà de desservir d'autres communes voisinières, Saint-Thomé-à-Bas, et qui à terme pourra permettre de desservir aussi des communes du secteur de Villeneuve-de-Berg. Donc ça nécessite par contre des tests qui ont été faits cette année-là. Et le travail de fond qui est fait chaque année aussi sur ce service-là, c'est la pose de débitmètre. L'objectif, c'est la lutte contre les fuites. Et Dieu sait si c'est un travail de longue haleine, compte tenu du nombre de canalisations et
avec 378 km de réseau, forcément, on ne peut pas résoudre toutes les fuites du jour au lendemain. Donc ça serait cher aux communes. Voilà, et puis à tous. Donc l'objectif, même si on a un taux de rendement qui est à 78%, on peut toujours faire mieux. Et chaque année, en fait, on investit sur des équipements pour rechercher des fuites. Voilà, si je fais un petit zoom, pardon, hop là, sur les déchets ménagers. Les déchets ménagers qui sont, comme je disais, le premier budget en termes de dépenses en matière d'environnement de la collectivité, puisque chaque année, un peu moins de 3 millions d'euros, 1,9 million pour cette année-là. Vous avez quelques ratios qui sont affichés. Les priorités en termes de déchets ménagers, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, la stratégie déchets ménagers qui se développe sur toutes les communes progressivement, avec la suppression des bacs de 660 litres et puis l'installation de conteneurs semi-enterrés. L'objectif, de mieux maîtriser les flux, offrir à tous les habitants des points uniques où il y a tous les types de collecte, des tri sélectifs, etc. Donc ça se développe petit à petit. La communauté a commencé par les communes qui sont sur le plateau pour une question de facilité puis de cohérence de territoire, et puis petit à petit, après, dans la vallée du Rhône, progressivement, il y a un plan qui se déploie sur toutes les communes et qui continuera dans les prochaines années. La nouveauté qui a été mise en place depuis 1 an et demi, c'est aussi tout ce qui est collecte des biodéchets. Vous savez que c'est une obligation légale depuis 2024. On n'était pas forcément structuré, même si on avait testé des composteurs collectifs à certains endroits. Et là, il y a eu un coup d'accélérateur mis depuis 1 an et demi sur le compostage à la fois individuel, où on a eu la relance des composteurs individuels, et pour les composteurs partagés, de plus en plus dans les communes, on a une équipe qui s'occupe d'installer les composteurs partagés, de les faire fonctionner. Il y en a sur Villiers, mais il y en a sur d'autres communes. Voilà, puis il y a toute la partie communication, sensibilisation sur les déchets qui est événement, participation aux événements, qui est chaque année un travail important. Et le dernier volet, c'est celui des déchetteries, sur lequel chaque année on essaie de mettre en place de nouvelles filières de recyclage pour améliorer le fonctionnement des déchetteries et recycler encore plus des tonnages qui arrivent dans nos déchetteries. Sur la petite enfance, pour rappeler, parce qu'on oublie des fois que la communauté de communes, elle gère à la fois le relais petite enfance qui accompagne les assistantes maternelles du territoire. Sur Bourg-Saint-André-Olivier, il y a une action et une activité importante parce qu'on a beaucoup de personnes qui participent. Avec, par exemple, pour cette année-là, on a eu 108 permanences d'accueil itinérantes, donc avec les assistantes maternelles. Et sur la petite enfance, le deuxième volet, c'est celui de tout ce qui est gestion des crèches sur le territoire. Structures d'accueil de loisirs qui sont soit gérées en direct, soit conventionnées et qui bénéficient de financement de la communauté de communes et de la CAF, principalement. Ce qui a été mis en place là, à partir de 2024 et auquel a participé la commune de Villiers, c'est le projet éducatif de territoire, qui est le document de référence qui a été travaillé demandé par la CAF pour avoir une continuité éducative sur le volet jeunesse, depuis la crèche jusqu'au secteur jeunesse, donc avec des actions qui ont démarré et qui se poursuivent cette année. Il y a un groupe de travail d'ailleurs qui se réunit régulièrement sur ce sujet-là. Il y avait eu le projet Terre de jeu aussi qui a touché pas mal de communes. Et puis sur la droite, on a mis quelques exemples de journées enfants, nombre de journées enfants ados qui sont réalisées sur un certain nombre de services. Voilà, des séjours pour les ados qui sont organisés chaque année. Et puis la répartition que ça en a. Sur les services de proximité et vie sociale, on travaille dans le cadre d'une convention territoriale globale avec la CAF qui couvre tout le territoire et qui définit un certain nombre d'actions à mettre en œuvre sur une durée de 4 ans, puisque c'est une période de 2024 à 2028. Le service
vie sociale des services de proximité, c'est aussi la gestion des 5 agences postales du territoire qui sont basées sur nos communes. Et puis les agences France Service qui sont accessibles à tous les habitants. Et Dieu sait s'il y a du monde qui vient à ces permanences, vu que sur le département de l'Ardèche, on a les 2 agences France Service qui accueillent le plus de visites sur une année. En fait, sur notre secteur, il y a une activité très forte pour tout ce qui est accompagnement des démarches administratives et des gens qui viennent vraiment de toutes les communes. Si je fais... ah oui, alors ça c'est un nouveau sujet qui avait été mis en place depuis le début du mandat. C'était le souhait de développer toutes les actions en accompagnement de ce que font les communes sur le domaine de la santé. Donc chaque année, la communauté de communes organise des accueils des internes pour essayer de mobiliser tous les jeunes qui sont présents sur le territoire et faire en sorte qu'on puisse les faire rester. Il y a eu la mise en place d'une plateforme qui s'appelle Ici Santé, qui est en fait on va dire le Facebook et la plateforme d'information, de présentation des services présents sur le territoire à tous les professionnels de santé. Il y a une participation importante aux commissions qui s'appellent les CPTS, Commission territoriale de santé. Et puis il y a différentes autres actions qui ont été mises en place petit à petit sur la lutte contre le cancer, avec les hôpitaux intercommunaux, le salon Parents de santé qui d'ailleurs se renouvelle cette année, il y aura bientôt eu sur nos territoires. Voilà, donc il y a un travail important qui est fait depuis le début du mandat sur la santé. Sur l'éducation artistique et culturelle, on a 2 volets qui sont développés donc depuis le début du mandat, ça a été l'éducation artistique et culturelle, avec des projets dont vous avez peut-être entendu parler dans vos communes, vu qu'ils ont concerné un certain nombre de classes de vos écoles, par exemple le Voyage en Vivarais, et qui font travailler des associations locales avec des artistes et des jeunes du territoire, des jeunes écoliers, pour développer l'éducation aux arts, que ce soit la musique, le dessin, la sculpture, etc. Donc ça c'est quelque chose qui fonctionne bien. Les bibliothèques, alors ça c'est nouveau, puisqu'il y a eu une volonté sur la base de la part des 9 communes de travailler sur la mise en réseau des bibliothèques. Alors aujourd'hui ce sont bien les communes qui gèrent l'ensemble des bibliothèques, mais le souhait ça a été de faire de l'animation culturelle sur ces bibliothèques en réseau. Donc il y a un certain nombre d'actions qui ont été mises en place et qui se poursuivent cette année encore. Sachant que là, on est au démarrage et puis qu'après, il y aura un travail supplémentaire à faire pour exploiter aussi les événements qui se passent sur le territoire et puis mieux les valoriser dans le cadre de la mise en réseau des bibliothèques, puisque toutes ne sont pas reliées non plus du point de vue informatique. Donc il y a ce travail-là plus tard à faire. L'école de musique, un petit focus, ça a été un gros dossier du mandat. J'ai mis un petit graphique là qui montre l'évolution. Au global, depuis que le syndicat Pêche, Musique et Danse a cessé son activité, au global, il y a eu une augmentation assez importante du nombre d'élèves, qui varie en fait en fonction des années aussi, en fonction des disciplines et puis des besoins, des ateliers collectifs. Je sais que sur 2024-2025, à cette rentrée-là 2025-2026, on est remonté à une cinquantaine de participants à Vivier, on avait un peu baissé, donc ça fluctue en fait en fonction des projets, des cours et puis des envies des élèves qui s'inscrivent sur une des 2 antennes. Et puis il y a un certain nombre de projets, de concerts, d'animation qui sont faits maintenant dans le cadre de l'école de musique intercommunale, des partenariats avec des associations, les fêtes de la Renaissance, surprisologie, etc. Sur le tourisme, il y a eu un travail important fait, notamment sur Vivier, sur la revalorisation en lien avec la commune de la réinstallation de l'office de tourisme dans le centre, sur la place à côté du séminaire. L'office de tourisme, pour rappel, est regroupé depuis 2022 avec les Gorges de l'Ardèche.
Il y a au niveau de tout ce qui est chiffres, hein, il y a une activité importante qui s'est redéveloppée au niveau des croisières sur Villiers, qui avait baissé pas mal en 2020 avec le Covid, et depuis qui est bien remontée avec un service de l'Office de tourisme qui accompagne tout ce qui est organisation des visites et parce que ça demande une attention de tous les instants. Sur le tourisme, voilà quelques éléments. Et puis, est-ce que j'ai fait à la fin? Non, je terminais par le tourisme, non, c'était le dernier point concernait le tourisme. Voilà. J'ai fait un peu synthétique, après vous avez tous les éléments dans les rapports. Et de toute façon, tout le monde a reçu le rapport de son intégralité. Oui. Donc, est-ce qu'il y a des questions particulières? Oui, deux questions. Une sur le rapport d'activité, le diapo qu'on vient de voir sur l'école de midi, pour savoir si on a l'explication de la force urbaine qui était prise sur l'antenne de Villiers entre le 23 et le 25. Oui, non, là. En fait, c'est qu'il y avait un big band qui avait son siège à Villiers, avec pas mal d'élèves. Ils ont choisi, pour différentes raisons, de rebasculer au Teil. Donc, il y a un certain nombre d'élèves qui sont partis au Teil. Ça a fait une baisse cette année, en 2024-2025, mais si on regarde 2025-2026, on est revenu aux chiffres autour d'une cinquantaine d'élèves. Donc ils ont choisi leur activité ailleurs. Leur résidence artistique. C'est ça. Voilà. Mais c'est remonté depuis. Et deuxième question donc, sur la partie eau potable et assainissement. J'avais posé la question au conseil communautaire, je n'ai pas eu la réponse à l'instant, alors est-ce que vous l'avez? Ah oui. Et sur le montant des redevances sur l'assainissement qui seront pour 2026 et puis à partir de 2026. Par rapport aux données agences de l'eau, oui. En fait, ce qu'on va faire, on va vous proposer de regarder l'année complète, toute l'année 2025, et on vous proposera de faire le bilan sur début janvier 2026. Au conseil de 2026, on donnera les éléments au premier conseil de l'année, parce qu'on trouve plus logique de faire le bilan sur une année entière de fonctionnement plutôt que de le faire sur 8/12e l'année. On n'est pas sur le 12e, parce que le montant des redevances qui vont être facturées par l'agence de l'eau, que nous on doit prélever en 2026, sont élevées à partir des données de 2024. Les données de 2024, on les connaît. Dans le CISPA, on va aussi rentrer tous les éléments 2025 pour avoir le bilan. Donc on vous proposera de faire ça au début de l'année prochaine. Bon, s'il n'y a plus de questions, nous allons passer, prendre acte de la présentation de ce rapport d'activité. En ce qui concerne le rapport d'activité 2024 eau, assainissement et déchets ménagers, donc ça, tout le monde l'a reçu. Et ensuite, nous avions aussi, c'était tout, je crois, Gilles. Oui, ça c'était sur le, voilà. Et ça c'était sur le point numéro 2. Voilà. Donc merci Gilles d'être venu nous présenter le rapport d'activité du territoire. On va passer donc au point numéro 4. Alors, Congrès des maires de France, mandat spécial, frais de transport et séjour des élus. Comme toutes les années, donc, il y a ce congrès qui se tient sur Paris. Cette année, je participerai encore avec deux de mes élus qui suivent la liste. Donc cette année, donc, ce sera Nadia Bouguera, conseillère municipale, et Claude Serre qui m'accompagneront à ce congrès de 2025. Avez-vous des questions? Non, donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité, je vous remercie. Nous passons au point numéro 5, c'est le point finance. Je vais laisser la parole à Frédéric Le Breton en ce qui concerne les eaux pluviales, la mise en place de fonds de concours entre la communauté de communes Raga et la commune de Villiers pour le cofinancement des travaux avenue de la Marque. Ces travaux qui ne vous auront pas échappé,
puisqu'ils sont là pendant un petit moment. Frédéric, c'est à toi. Voilà. Bon, un petit rappel peut-être un petit rappel comment dire, pour l'historique de la compétence assainissement collectif. Donc, cette compétence, elle est de manière partielle comment dire, pour la communauté de communes. Cette compétence, elle réalise des travaux lorsqu'ils sont conjoints à une extension, un renouvellement de réseau, d'assainissement collectif des eaux usées, ou lors de la mise en place de séparatifs. Bon, et nous avons modifié cette pratique concernant la compétence suite à l'adoption du pacte financier fiscal au mois de février de l'année dernière. La convention de versement de fonds de concours, ne présente que le cofinancement des travaux d'eau pluviale réalisés dans ce cadre par la CCRAGA. Donc sur un projet de travaux qui s'élève à 392 044 € hors taxe, il y a une partie qui a été isolée, qui correspond à la réalisation des travaux sur les eaux pluviales à part, qui est de 31 751 € hors taxe, et pour lequel nous devons, en vertu du pacte financier et fiscal, 50%, soit 15 875, 77, à la communauté de communes. Voilà. S'il y a des questions? Non, pas de questions, donc je propose qu'on passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité. Nous allons passer secteur urbanisme, patrimoine, commande publique et restauration du clos et du couvert de l'aile nord de l'hôtel de ville pour le lot numéro 2. Et je laisse la parole à Frédéric Leroux. Donc, rappel de l'historique de ce projet de commande publique. Un avis d'appel public à la concurrence avait été lancé le 3 avril 2025 par publicité sur le profil acheteur achatpublic.com, le BOAMP et le Dauphiné libéré. La date de remise des prix était fixée au 24 avril 2025 et cette consultation concerne les travaux de restauration du clos et du couvert de l'aile nord de l'hôtel de ville. Alors, le lot numéro 1 a été attribué dès le résultat de la première consultation. Ce lot de VRD a été attribué à l'entreprise Vivian pour un montant de 50 160 € et il a été décidé par délibération du conseil municipal du 27 mai 2025. Aujourd'hui, c'est le lot 2 qu'il convient d'attribuer pour pouvoir démarrer ces travaux qui concernent plutôt la toiture cette fois-ci. Donc le montant de l'entreprise retenue des travaux est de 149 245,56 € hors taxe, soit 179 094,67 en TTC. Il faut rappeler que l'estimation initiale correspondant à ces 149 000 hors taxes était élevée à 226 220 hors taxes. Donc nous sommes en dessous de ce qui avait été estimé au départ. Et donc il est proposé au conseil municipal d'autoriser la signature de ce marché pour le lot 2 afin de pouvoir commencer concrètement les travaux, sur cette aide d'or qui en a bien besoin. Question? Oui. Vous confirmez donc du coup que c'est bien l'entreprise classée 3e qui est attributaire du marché? Oui. Donc, qu'allez-vous répondre aux entreprises classées 1re et 2e après l'analyse des offres pour leur dire qu'elles sont mieux classées que par eux? Alors, on a déjà eu, bien sûr, entré en contact avec les entreprises qui étaient mieux classées. On les a prévenus que notre choix s'appuyait sur le fait que la différence de prix était énorme, puisqu'on parlait même de 60 000 € de différence
avec la solution qui a été retenue. L'avantage aussi pour nous, c'est que nous ne pouvions pas mettre en avant, mais c'est aussi d'avoir une entreprise qui est de la région très très proche, et non pas des entreprises qui viennent soit du Gard, soit de Lyon, soit de Marseille. Voilà où on en est. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition connue à ce jour des deux entreprises classées premier et deuxième. Mais dans ce cas, pourquoi pas ne pas avoir retenu une entreprise villaroise dont on connaît la qualité du travail et qui était encore moins chère que celle à Fulitaine. C'est en matière de bâtiments historiques, l'architecte a repoussé cette offre pour le manque de technicité, de précision du dossier technique de l'entreprise Diaz. Voilà pourquoi elle n'a pas été retenue et elle était très très loin, le dossier était d'une qualité médiocre et elle n'a pas pu donner l'assurance que les travaux seraient menés à bien dans un bâtiment historique, classé historique. Voilà pourquoi l'entreprise locale n'a pas été retenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, on va passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À la majorité, je vous remercie. Dénomination de rez-de-chaussée de l'aile nord de l'hôtel de ville en partie, donc Blanche Pavin de la Farge. Alors, dans le cadre des travaux de rénovation dans les locaux de l'aile nord de l'hôtel de ville, on s'était engagé à réaliser un foyer accueillant des seniors qui leur soit dédié du 1er janvier au 31 décembre. Donc on a décidé d'aménager cette partie du bâtiment qui accueillera un foyer afin de leur proposer à nouveau un lieu où se réunir de façon permanente et surtout dans des conditions correctes. En effet, actuellement, seuls les adhérents de la section livaroise de l'UNRPA disposent de la salle de l'Orangerie, et ce que pour un après-midi par semaine seulement. Par courrier du 16 septembre 2025, la commune a confirmé son accord à M. Raphaël et Pierre Pavin de la Farge pour dénommer ce lieu Blanche Pavin de la Farge, afin de mettre en avant cette personnalité vivaroise dont la mémoire mérite d'être perpétuée. En effet, par son union avec Raphaël Pavin de la Farge, elle a non seulement marqué l'histoire de cette famille, mais aussi celle de la commune, en donnant son nom à la célèbre cité d'Ange. Cette dernière, édifiée par son mari après son décès en 1877, a permis aux ouvriers de loger sur place en bénéficiant de conditions de confort inédites à la fin du XIXe siècle. Ainsi, il est proposé à l'Assemblée de dénommer ces locaux Blanche Pavin de la Farge. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Une remarque, une question. La Cité Blanche est connue sous deux angles, c'est-à-dire qu'il y en a qui savent que c'est le prénom de ce dame, et d'autres pensent qu'elle est blanche parce qu'elle est sale par rapport au ciment. Oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas après de confusion par rapport à la dénomination de cette salle-là et la Cité Blanche si on recherche sur Internet, comme ça? C'est une remarque. Ouais. Sinon, il y a aussi, j'aurais pu vous faire une proposition aussi, c'était, comment il s'appelle, le maire qui a eu ici, Auguste. Je crois que c'est non, Joseph Pavin de la Farge qui a été maire de 1887 à 1935. Oui. Ben écoutez, nous avons discuté avec la famille et ça sera Blanche. Pas de souci, c'était juste ça. Ouais. Mais je trouve ça formidable aussi. C'était ma remarque. Après, ma question vient, est-ce que la famille, maintenant c'est la Farge aussi, vous a contacté par rapport à un mécénat des travaux, quelque chose comme ça, ou c'est juste pour... Alors les travaux sont faits en interne avec les services techniques, donc ça ne va pas coûter non plus une fortune, on n'a pas besoin de mécénat pour faire C'est une les question, travaux. vous avez répondu. Ouais. Oui. Juste une question, vous avez dit, la commune a confirmé son accord, c'est-à-dire que c'est M. Raphaël et Pierre Pavin de la Farge qui ont sollicité la commune pour... Non, nous en avions discuté avec eux, on avait sollicité et ensuite donc on en a discuté aussi entre nous et ensuite on a donné notre accord. On a confirmé notre conversation.
D'accord, oui, donc c'est la commune qui a proposé. C'est la commune qui a proposé, et ensuite, donc ils ont donné notre accord, et effectivement, ça a été mal retranscrit. Il y a d'autres questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité. Commande publique, aménagement des écuries, Monsieur Frédéric Le Breton. Voilà. Donc, un petit rappel sur ce dossier, qui est connu par mal de péripéties. La première consultation qui a été faite sur les lots correspondant au projet ont abouti à une offre infructueuse, puisque nous n'avons reçu aucune offre concernant le lot maçonnerie, qui était le lot principal, et aucune offre non plus sur la bonne ébénisterie. Donc il a été nécessaire, je dirais, mais quoi que nous ayons validé les lots à cette époque, les lots concernant la plomberie et l'électricité, qui eux rentraient dans les purs de cette proposition, nous avons été obligés de lancer une deuxième consultation sur laquelle nous avons obtenu des résultats tout à fait corrects, puisque nous avons pu économiser par rapport aux estimations un montant de 116 000 euros, essentiellement sur le lot 1 de maçonnerie, à près de 100 000 euros de moins que l'estimation. Ceci avec des entreprises qui se trouvent assez proches de Villiers. La entreprise Satras, en ce qui concerne ce lot 1 en maçonnerie, qui est le plus important, et sur la lot charpente et couverture, une société de Livron-sur-Rhône, donc là aussi entreprise régionale. Voilà, et ce dont il est question ce soir, c'est de vous proposer de valider ces offres pour pouvoir démarrer le projet très prochainement. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, on constate encore une fois que vous éliminez une offre inférieure de plus de 140 000 euros pour le lot maçonnerie. Oui, je vous expliquerai pourquoi. Oui, je veux bien parce que c'est toujours la même entreprise villaroise, dont je le redis, nous connaissons la qualité du travail. Peut-être que ceux qui analysent les offres connaissent pas la qualité du travail, ils ne jugent que sur le dossier papier qui est présenté. Mais donc ça fait 2 fois de suite qu'elle est écartée du marché attribué par la commune. Et indépendamment de ça, sur le fond du dossier, même si le résultat global des attributions est inférieur au montant de 945 000 euros qui a été présenté en début d'année, on reste quand même à 1 million d'euros pour le coût total du projet, un coût qu'on trouve toujours totalement disproportionné par rapport à la réalisation. Alors, pour répondre à la question de pourquoi l'entreprise locale a été écartée, eh bien, pour des raisons, je dirais, relativement lourdes, puisque tout ce qui concernait le traitement des murs, l'entreprise ne maîtrisait pas du tout la technique qui était réclamée, s'agissant d'un bâtiment dans le secteur sauvegardé. Ensuite, deuxième raison importante, les conditions de sécurité qui étaient annoncées dans le dossier étaient notoirement insuffisantes. Et donc, c'est principalement pour ces raisons que le dossier n'a pas été retenu. Alors, en effet, l'offre était très très basse, mais à un niveau tellement bas qu'on se posait la question, très clairement, s'il avait bien la teneur du dossier avait bien été prise en compte, l'ensemble des opérations qui sont nécessaires, avec tout le suivi rigoureux, on va qualifier ça comme ça, suivi rigoureux de l'architecte de patrimoine et de l'ABF. Voilà pourquoi l'entreprise locale n'a pas été retenue, à notre grand regret. Et je pense qu'il faudrait quand même que les entreprises locales se dotent peut-être de capacité à gérer
et que c'est l'architecte des bâtiments de France qui est décisionnaire en fait, au bout du compte. Ah bah, oui. Oui, mais, oui, parce qu'il peut s'opposer, tout à fait. Parce que C'est Bon problème. tout ce délaissant où vous touchez au patrimoine, vous devez faire avec, son autorisation. Peu importe le mais sujet. là, c'est spéculatif, puisqu'il n'y a rien n'a été fait. Mais il y a un dossier technique quand même que les entreprises rendent. Donc dans ce dossier technique, vous pouvez vous rendre compte de ce qu'on est capable de faire ou de ne pas faire, et avec les préconisations. Alors, je le concède, hein, très pointu, et qui bien souvent où on poursuit les projets, ou alors, même quand il s'agit aussi des particuliers, il y a bon nombre de particuliers qui abandonnent leur projet parce qu'ils ne peuvent pas suivre derrière. C'est très compliqué. Alors dire que cette situation nous satisfasse, non, comme vous, ça ne nous satisfait pas. Ça veut dire devoir écarter les avancements d'entreprises locales, je dirais à plusieurs reprises. Mais je dirais on ne peut pas s'y opposer, parce que l'argumentation est bien là, donc est tout à fait vraie. En ce qui concerne la seconde intervention, la part de l'intervention, ça concerne le montant d'1 million d'euros du projet. Je crois qu'on a largement débattu de plusieurs reprises, je dirais, sur ce sujet-là. Et en l'absence d'autres solutions, je dirais, pour éliminer ce point hydrique que représentait les écuries coulées, je crois que on n'a pas aujourd'hui, je dirais, de meilleur projet que celui-là, et avec un meilleur coût. Oui. Vous avez déjà parlé, vous soulignez une fois, il y a quelque temps de ça, d'un projet qui avait été fait sous le mandat de M. Louvet, au sujet d'un funiculaire, un ascenseur au bon de charge qui menait, si vous voulez, à la cathédrale à partir du pied où vous voulez faire les écuries. Et je l'ai retrouvé le projet avec tous les plans. Et c'est un beau projet, même si vous voulez, je le partage avec vous, le partagerai. Oui, ça nous intéresse. Bien sûr. Et c'est intéressant dans le biais aussi que pour l'accessibilité à mobilité réduite, ça serait un truc génial, quoi. Et en plus, ça serait un sens unique, on montrait d'un côté, on descendrait de l'autre, pour ceux qui passent le mouvement, bien entendu. Et de l'autre côté, pour ceux qui ne sont pas, c'est compatible avec les commerces qui sont au-dessus, et tout ce qui est gîte, les locations, la restauration, et peut-être aussi avec mon propre route. Et c'est vrai que vous disiez que qu'est-ce qu'on va en faire ce friche. Écoutez, il y a une belle idée là, d'abord, je ne dis pas qu'elle est mauvaise, mais l'utilité publique n'est pas la même. Alors, je veux juste dire un mot. C'est fort dommage que François Auxerre ne soit pas là, parce que je peux vous dire que depuis 2020, il nous parle de funiculaire ou d'un ascenseur. Donc ça, ça serait le Graal pour lui. Bien entendu qu'on a essayé de ce côté-là ou à un autre côté, ça nous éviterait les montées et les portières froissées, comme tous ceux qui ne savent pas monter la porte de l'abri, et tout le reste, ça serait vraiment le Graal. Mais le problème qui se passe aussi par rapport aux écuries, c'est-à-dire que ça a été un combat, puisque c'était un des premiers projets, je fais juste une petite parenthèse, un des premiers projets qu'on avait porté quand on est arrivé en 2020, et qui a eu uniquement que des problèmes lorsque nous en avons parlé avec l'ABF, c'est sa fête ce soir, et les préconisations, les obligations, les injonctions qu'on a reçues de sa part, y compris de la DRAC, et à tel point où j'avais dit, mais si par hasard il y avait un accident malencontreux de tractopelle qui fasse une mauvaise manœuvre et que ça s'effondrerait, est-ce qu'on ne pourrait pas à ce moment-là faire autre chose? Il me dit, je vous demanderai surtout de ne pas penser à ça, parce que je ne donnerai jamais l'autorisation de faire tomber ces murs, et ce qui nous revient le plus cher, c'est qu'ils veulent que nous conservions les murs de reforme, alors qu'on ne sait pas trop quel
quelle richesse ça pourrait apporter, parce qu'effectivement, on fait tomber, on reconstruit, on n'arrive pas à dépasser ça. Pour compléter cette question, en effet, Mme Mattei a raison de souligner qu'on en a pas mal discuté de cette solution. Je dirais d'un ascenseur. Par contre, le coût risquerait évidemment d'être relativement élevé. Et le fait d'installer des commerces sur les écuries n'interdit pas et n'obère pas la possibilité dans le futur d'avoir cette escalation de la colline de Châteauvieux. Donc tout reste ouvert sur ce domaine-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça vous aura pas échappé dans la présentation du projet, sur la 4e cellule commerciale, elle n'a pas été équipée comme les autres, justement parce que nous pensons que peut-être qu'on peut y trouver une autre, à terme, une autre utilisation. Et ça pourrait en effet être le point de départ d'un ascenseur, je dirais, pour monter sur Châteauvieux. On avait même pensé aussi par rapport à un autre emplacement et qui arriverait directement sur le parking actuel. Oui. Mais bon, là on parle de projets qui auraient un coût très important, peut-être plus important que celui de contrôle des choix. des écuries. Ce qui m'étonne aussi, c'est que vous avez parlé longuement en Espagne, entre vous. Donc, les commissions n'ont jamais existé, j'ai jamais été invité, j'ai occupé au cours des là avec M. Auchan, on en a discuté. Mais on en parle en bureau municipal, parce Oui, qu'il y a un adjoint qui veut porter un projet et autres, et puis on a aussi des rencontres avec l'architecte des bâtiments de France. Voilà, on n'est pas allé plus loin qu'il n'est J'entends bien, Donc, c'est quand même avant- curieux que chaque fois que je propose quelque chose, vous en avez parlé à part, donc je n'avais pas connaissance. Non, mais alors demandez à monsieur Auxerre, donc Ah, mais tous c'est ces pas là, projets. je vais me permettre. C'est dommage, mais vous pouvez, vous avez Mais au sujet, on y reviendra tout à l'heure, au sujet des feux intelligents, vous en avez parlé, du mandat, vous m'avez répondu, on y a déjà pensé. Alors si je propose autre chose, peut-être que vous y avez déjà pensé. Mais oui, mais Alors on n'est quand même pas les seuls à avoir les alors, mêmes idées, sinon... oui, c'est là, mais on se voit rarement, parce que la commission... Voilà. Non, mais attendez, les commissions, avant que ça puisse atterrir en commission, d'abord on définit le projet et on va se renseigner si le projet il est faisable ou pas. Oui, Après on fait une commission. c'est quand même qu'on avait parlé de ça. Bon, Voilà. est-ce que... Oui. Un petit retour en arrière, savoir au niveau de quand l'architecte des bâtiments de France motive le rejet du Nord par rapport à tel autre, est-ce qu'on a accès à sa motivation? C'est le droit français en fait. C'est son bon vouloir. Il considère que c'est de la préparation. C'est à sa motivation. Voilà. Il n'a pas de pouvoir. Il n'a pas de pouvoir. Parce que là, il y a quand même la démocratie qui se fait, là, quand même. Si je peux parler Bon. Oui. Les écuries, ça fait pas. Donc en début d'année, j'avais interrogé sur le type de commerce qui serait accueilli dans les groupes dont on parle à présent. M. Breton avait répondu que vous le saviez, mais qu'il n'y aurait pas de réponse avant le mois de mai. Et qu'il n'y avait aucun souci pour l'occupation. Donc, on a été surpris de voir qu'il y avait eu des publicités sur Facebook pour la recherche de porteurs de projets. Qu'en est-il? Avez-vous des porteurs de projets pour les parcelles commerciales? Et si oui, quel type de commerce est prévu? Alors, entre les différentes péripéties, nous avons connu, comme se plaisait à le rappeler Mme Mattei, nous avons démarré le projet il y a de ça 4 ans. Donc, en 4 ans, toutes les candidatures que nous avons eues ont changé. Les candidatures des départs ont disparu, étaient remplacées par d'autres, puis par d'autres, je dirais, et parce qu'aujourd'hui,
qui vont durer, à peu près 9 à 10 mois. Et dans 10 mois, la situation sera un petit peu différente. Voilà. Et peut-être qu'on n'aura pas les mêmes partenaires. Par contre, compte tenu des demandes que nous allons et que nous voyons passer aussi bien au niveau de la communauté de communes qu'au niveau de Viviers, je pense qu'on peut raisonnablement espérer occuper ces cellules sans trop de difficultés. Voilà. Compte tenu aussi, je dirais, de la situation centrale et très attractive que représente le site des écuries et le coût relativement raisonnable de loyer, puisque je vous rappelle, on avait fixé un loyer qui était légèrement en dessous du marché, qui était de 10 € par mètre carré. Et donc qui est, après avoir consulté de multiples spécialistes, semble tout à fait adapté au projet. Voilà. Et à l'heure d'aujourd'hui, on a deux porteurs de projets qui restent inscrits. Il nous en reste encore 2 autres à charge. Dernière question. Je vous avais demandé si il y avait des subventions concernant ce projet-là. Vous m'avez répondu que vous attendiez des notifications. J'aimerais savoir si vous avez des infos à nous présenter. Alors, entre le début du projet et aujourd'hui, les exigences de la part de nos financeurs, que sont le département, la région, l'État au travers du contrat région, exige maintenant d'avoir pour examiner la demande de financement, ils exigent d'avoir la désignation et l'affectation à des entreprises du projet. Ce qui veut dire que jusqu'à aujourd'hui, si nous validons le projet, nous ne pourrons faire passer en commission aux frais de la région et du département qu'à partir de demain, si nous validons ce soir le projet. Voilà. Seul l'État a envoyé la notification. Ouais. Il n'y a que l'État qui l'ait fait, mais région et département maintenant exigent d'avoir, pour examiner les dossiers de subvention, d'avoir le marché attribué, sans doute pour des préoccupations d'avoir une plus grande sécurité sur le coût réel que va devoir investir la communauté. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Ok. Bon, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, nous passons au sport, vie associative, rénovation de la piscine municipale, approbation des avenants au marché de travaux, 2e tranche. Et je laisse la parole à Marie-Christine Combier. Donc, je vais vous faire résumer, vous avez dû tous lire la délibération. Vous savez qu'on avait décidé de faire la rénovation de la piscine en 2 tranches pour pas trop impacter le budget. Donc, rénovation des plages et bassins 2021-2022, rénovation des bâtiments 2024-2025. C'est terminé. Donc, la première tranche. La 2e tranche fait l'objet d'une consultation à l'outil à l'appui d'une procédure adaptée passée en application des articles L 2123-1, R 2123-1 et R 2123-4 du Code de la commande publique. Considérant que les marchés afférents ont été attribués après délibération du Conseil municipal numéro 2024-077 en date du 11 septembre 2024 pour un montant de 215 723,47 € hors taxe. Considérant que la prise en compte des ajustements au projet pour l'optimiser et d'aléas liés à la rénovation ont induit des avenants au marché de travaux dont le montant s'élève à 16 752,18 € hors taxe. Considérant que la commune a sollicité une amélioration consistant à l'ajout de surface faïencée et qu'afin de rendre cette optimisation neutre financièrement, la maîtrise d'œuvre a procédé à des ajustements sur les prestations induisant des moins-values compensatoires, impliquant des avenants au marché de travaux dont le montant s'élève à moins 352,18
montant total des marchés après modification s'élève donc à 232 123,25 € hors taxe. Voilà. Je vous demanderai d'approuver les avenants au marché de travaux tels que proposés ci-dessus et d'autoriser le président du FDEA à signer tous les documents s'y rapportant. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Alors, pour une petite info, cette année, on a eu 6543 entrées pour la piscine, dont 700 de plus que l'an dernier. C'est un record de fréquentation. Là, on est en record de fréquentation. Merci Marie-Christine. Donc, nous allons passer au point 10, subvention de fonctionnement, association coopérative scolaire OCCE, La Roubine. Vu la demande de subvention de l'association coopérative scolaire OCCE La Roubine, considérant que la nature des projets associatifs présente un réel intérêt entrant dans les actions que la commune peut légalement aider, considérant que l'association coopérative scolaire OCCE La Roubine a sollicité la commune pour obtenir une subvention de fonctionnement d'un montant de 800 €. Donc je vous demande de votre vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité. Merci Marie-Christine. Donc, nous passons au point suivant concernant les ressources humaines avec la modification du tableau des effectifs communaux. Suite donc, au conseil social territorial qui s'est passé en date du 10 juillet 2025, nous allons procéder à la suppression des postes, étant donné afin de permettre la nomination des agents qui étaient inscrits au tableau. Donc, suppression d'un poste adjoint administratif, un poste à temps complet, suppression gardien brigadier, 2 postes à temps complet, suppression d'adjoint d'animation principale, 2e classe, un poste à temps complet, et suppression d'agent spécialisé des écoles maternelles principales de 1re classe, un poste à temps complet. Donc, en contrepartie, en date du 7 octobre, d'aujourd'hui, donc il convient de créer les postes suivants: adjoint administratif principal de 2e classe, un poste à temps complet, brigadier chef principal, 2 postes à temps complet, et un adjoint d'animation principale de 1re classe, un poste à temps complet. Donc vous avez le tableau qui suit concernant tous les postes de la commune. Donc, avez-vous des questions? Oui. Alors tout d'abord, rien à dire sur les créations et suppressions de postes par rapport aux avancements annuels. Une question sur la suppression du poste d'ADSEM. Donc, on a une dame qui a été un départ à la retraite non remplacé. Oui. Elle n'a même pas été remplacée par quelqu'un qui est sur un autre grade. Il y a plus, donc il y a combien? Il y a 2 ADSEM maintenant? 2 ADSEM, oui. Et 3 classes? Oui. 2 ADSEM et 3 classes. Donc on n'est plus à une ADSEM par classe. Avant, on avait plus d'une ADSEM par classe, et maintenant on est... Non, avant on avait une ADSEM par classe, plus, et là il y a une ADSEM qui a été supprimée, et il y a un contrat civique aussi. Et un contrat aidé, c'est ça? Il y a un contrat civique aussi sur l'école maternelle. Voilà, il y a un contrat civique et 2 ADSEM qui sont en place pour 3 classes. De toute façon, l'obligation, c'est pas une ADSEM par classe. Non, c'est pas une obligation, mais je pense que c'est aussi peut-être voilà, quelque chose qu'on doit à nos écoles maternelles. Tu veux dire quelque chose? Je voulais juste rajouter que, sachant que l'effectif des enfants n'a pas évolué et qu'effectivement, il y avait une ouverture d'une 3e classe, donc une répartition différente aussi des enfants sur les 3 classes, qui désengorgeait les classes. Bon, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Allez, à la majorité. Ensuite, convention de participation de protection sociale complémentaire à la santé du personnel
territoriale. Alors, c'est une convention, enfin notre convention qui arrive à son terme, hein, on va lancer une consultation. Donc on restera avec la même participation à l'identique de la commune. Donc là c'était juste pour informer que nous allons relancer cette convention de participation de la protection sociale. Est-ce que vous avez des questions? Donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité. Adhésion au contrat d'assurance des risques statutaires du centre de gestion 07. Alors, là, c'est pareil. Donc, en date du conseil municipal du 5 février 2025, la commune a donné mandat au centre de gestion 07 pour la mise en concurrence du contrat d'assurance des risques statutaires du personnel communal. Donc, nous restons à l'identique, la durée du contrat qui sera de 4 ans du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029. Le contrat souscrit en capitalisation, les délais de déclaration de sinistre 120 jours sur l'ensemble des risques, garantie des taux de 2 ans, taux de cotisation assureur. Et c'est là où ça change, c'est-à-dire qu'avant, au 1er janvier 2026, il sera de 6,50% du traitement brut indiciaire et auparavant, nous, on était sur 8,01% jusqu'au 31 décembre 2027. Donc là, on va y gagner sur le pourcentage. Le remboursement des indemnités journalières à 90%, et là, le taux reste inchangé. Est-ce que vous avez des questions? Donc, oui. Juste, donc, le taux qui s'est mis en volume, ça représente quoi en cotisation annuelle? En euros? Oui. Alors, je ne sais pas du tout. J'ai en euros. Je ne peux pas vous donner le chiffre, je peux vous le transmettre, mais en tête, je ne l'ai pas là. Bon. Nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité. Alors, nous passons maintenant au point 14, qui sont les informations diverses à la présentation des décisions du maire adoptées du 22 mai au 1er octobre 2025. Donc, 2509 du 6 juin 2025, services culture, tarifs communaux, objets publicitaires pour le festival de bande dessinée. 2025-010 du 6-6-2025, services sport, vie associative, convention d'occupation du domaine public entre la commune de Viviers et la SARL de Val-Roubion avec une redevance hebdomadaire de 35 €. 2025-011 du 17 juin 2025, services sport, vie associative, convention d'occupation du domaine public entre la commune de Viviers et l'entreprise de la Petite Cabane, redevance hebdomadaire de 35 €. 2025-012 du 30 juin 2025, service urbanisme patrimoine, aménagement des écuries du 19e siècle en commerce, demande de subvention à la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de l'appel à projet porté, projet leader, montant de la subvention 44 800 €. 2025-013 du 5 août 2025, service port, base nautique et halte fluviale, convention de partenariat avec l'association Club Autonautique de Viviers CMB, forfait annuel 11 206 €. Et la dernière décision, 2025-014 du 15 septembre 2025, secrétariat général, convention d'occupation précaire et temporaire du domaine privé communal de Viviers, théâtre de marionnettes, M. Cécio Teddy, durée du 3 au 10 novembre 2025, à titre gratuit. Oui. Oui, une question sur la numéro 11 concernant l'implantation de la petite cabane, donc c'était à la piscine, pour savoir si, parce que je pense que ça intéressant comme initiative, savoir s'il a réussi à faire du chiffre d'affaires suffisant pour lui donner envie de revenir potentiellement l'année prochaine. Oui, alors non seulement il va revenir l'année prochaine, mais en plus il vient aussi sur les marchés nocturnes et autres. Oui, non, mais vraiment pour la piscine. Sur la piscine, ça a très bien marché. Ça a bien marché. Oui. Et c'est un service qui a été très apprécié du public. Oui, je pense. Et je me demandais s'il y
pas moyen de l'installer pour qu'il puisse aussi en même temps faire de la vente à l'extérieur pour les gens qui n'arrivent pas à la piscine. C'était un petit peu compliqué parce qu'on a déjà fait la chasse aux fumeurs cette année, parce que c'était par rapport aux espaces et par rapport aux gens aussi, parce qu'au départ on a dit qu'est-ce qu'on fait, donc je rentre, je sors, je regarde les autres en train de se baigner pendant que moi je mange là, ou alors je prends juste un truc à emporter autre. Donc c'était un petit peu compliqué. Donc pour régler tous les problèmes, cette année, on avait décidé que ça serait, après peut-être que l'année prochaine on pourrait éventuellement voir, mais je sais que vous avez été demandeur de ce truc. Donc, nous allons terminer le conseil municipal avec les questions orales, puisque nous avons 4 questions orales et on va commencer par la première question orale qui est posée par M. Alec. On vous écoute. Oui, donc vous avez eu une réunion avec le département le 2 juin dernier pour évoquer la problématique du carrefour entre la RD86 et du 19 mars, au regard des projets de construction en cours et à venir. En conclusion de cette réunion, il a été convenu que le département proposerait à la commune au moins 2 noms de bureaux d'études spécialisés. On souhaiterait savoir le nom du bureau qui a été retenu et le contenu du cahier des charges de l'étude. Alors, concernant l'étude de la circulation. Alors, effectivement, comme je l'avais annoncé, il y a bien eu une rencontre avec le service des routes du département afin d'évoquer les nuisances hypothétiques qu'il pourrait y avoir avec la réhabilitation et l'occupation des friches qu'il y a dans ce quartier. Alors, il y a plus de réhabilitation que de construction. On ne va pas refaire un nouveau débat sur l'hypothétique dangerosité. Nous avons déjà en notre possession certains éléments concernant les flux et trafics que nous avons communiqués au département avec qui nous avons travaillé. On a d'ailleurs, comme évoqué, le département nous a orientés vers 2 bureaux d'études. Le premier, c'est Circom Urbaine, basé à Arles, et qui nous a fait une proposition de montant de 5 895 €. Et après analyse, nous avons opté pour le bureau d'études via Coméa, toujours orienté par le département, qui est basé à Vernaison, à Lyon. Dans leur proposition, il y a 3 phases. La phase 1, comptage, diagnostic et analyse des enjeux. Phase 2, évolution de la situation à venir avec l'étude de scénarii et proposition de solutions. Ça, c'est ce que nous avons retenu, la phase 1 et la phase 2. Ils ont proposé une phase 3, qui est l'approfondissement d'une proposition d'aménagement que nous n'avons pas retenue dans l'immédiat, puisqu'on la prendra ou on ne la prendra pas avec le résultat de la phase 2. Donc, dans un premier temps, on a fait un bon de commande à ce bureau d'études pour un montant de 4 692 € TTC. La phase 3 donc, sera rattachée en cas de nécessité. Par ailleurs, l'équipe du département, qui est toujours à la disposition du bureau d'études, participe aussi à ces études avec les élus de ville. Et comme nous l'avions déjà précisé lors de nos différents échanges sur le sujet avec le comité de quartier qui est ici présent, je vois, s'y référant sur les flux de voitures ne vont pas être présents tous en même temps. Donc il y a désormais la résidence Barulas qui est en place et qui est là depuis, donc ils ont pris fin août exactement, donc ils ont pris possession des lieux ou à voir s'il y a déjà une différence de fréquentation ou pas. Nous avons une réunion de quartier bientôt, peut-être qu'ils pourront répondre. Et les autres projets qui sont concernés de réhabilitation de friches, ça va osciller entre 2027 et 2030, ce qui nous laissera largement le temps d'étudier toutes les possibilités de flux dans ce quartier. Et si tous les projets arrivent à terme, et c'est ce que je souhaite pour éviter d'avoir des friches dans cette périphérie, donc pas tout le monde va arriver en même temps avec le flux de voitures. Voilà. En ce qui concerne le cahier des charges, on peut vous l'envoyer,
C'est tout à fait public et à disposition de tout le monde. Deuxième question. Où sont les questions de... Le service national universel. Voilà. Eh bien, c'est à monsieur Guilherme. Voilà. Allez-y. Donc c'est sur le service national universel, dit CNU. Le 12 décembre 2023, le conseil municipal a validé l'adhésion de la commune au service national universel. On voulait savoir quel était le bilan de la mise en œuvre par la commune, nombre de missions proposées, nombre de jeunes accueillis, nombre d'heures effectuées. Merci. Je vais d'abord faire un petit rappel parce que tout le monde ne connaît pas le dispositif SNU, donc pour qu'on soit tous au même niveau d'information. Donc pour rappel, le parcours du service national universel comporte un séjour de cohésion et ensuite un temps de service à la nation, que ce soit dans le cadre d'une démarche individuelle ou très souvent réalisée dans le cadre du dispositif classes et lycées engagés au niveau des classes de seconde et de première année de CAP. Les séjours de cohésion de 2 semaines s'adressent en effet aux jeunes filles et garçons de 15 à 17 ans. Ensuite, les volontaires qui ont réalisé leur séjour de cohésion s'engagent pour un temps de service à la nation avec un temps d'engagement court, 84 heures, dans le cadre d'une mission d'intérêt général. Et par la suite, ça peut être également suivi d'un engagement plus long. Alors, en décembre 2023, le conseil municipal a souhaité pouvoir engager la commune dans ce dispositif en complément du recrutement de jeunes en service civique, qu'on a déjà en cours. Et donc, cela a permis à notre commune de s'inscrire sur la plateforme du service national universel. En Ardèche, je ne sais pas si vous savez, mais il y a eu plusieurs séjours de cohésion qui se sont déroulés à Méras et qui ont accueilli des jeunes qui viennent de toute la région, et notamment de l'Ain, de la Savoie, de la Haute-Savoie, du Puy-de-Dôme pour 2024 et de l'Allier, du Cantal, de l'Isère, de la Loire et du Rhône pour 2023. Le temps de service à la nation qui fait suite à ce premier engagement présente quant à lui un certain nombre de contraintes liées à sa mise en place. Ainsi, les missions d'intérêt général ne peuvent se dérouler que hors du temps scolaire, durant 12 jours ou 84 heures minimum et sous la supervision d'un tuteur. Par ailleurs, le SNU, je pense que vous le savez tous, a connu en 2024 un sérieux coup d'arrêt. Le gouvernement a renoncé en octobre 2024 à la généralisation du SNU et le budget voté en février 2025 prévoyait une forte baisse des crédits affectés au SNU pour l'année 2025. Donc il est clair que ces incertitudes n'ont pas facilité les recrutements. Ce dispositif orientant en outre massivement les jeunes au niveau des séjours de cohésion vers les corps en uniforme, les pompiers, la sécurité civile, la gendarmerie, l'armée, comme l'a d'ailleurs relevé la Cour des comptes dans son rapport de septembre 2024. Alors, le 19 septembre 2025, vous avez dû l'entendre, le Premier ministre a d'ailleurs annoncé la mise en extinction du SNU à partir du 1er janvier 2026. Voilà, donc on ne peut pas dire effectivement qu'on ait eu beaucoup de succès de ce côté-là. Alors quand même, pour information, au niveau du service civique, on a un jeune qui a été recruté au niveau du service éducation en phase jeunesse de septembre 2024 à avril 2025, notamment sur la mise en place du projet d'anti-gaspillage alimentaire à l'école maternelle. Et pour cette nouvelle année, on n'a à ce jour pas de candidat ni de candidate. Voilà le point que je pouvais vous faire. Merci. Ensuite, nous passons à la troisième question qui concerne les feux tricolores. Monsieur Murcia. Merci. Lors du conseil municipal du 28 janvier dernier, votre majorité a demandé le vote anticipé de crédit pour l'installation des feux tricolores pour un montant de 50 000 €. Cela semblait donc urgent puisque cette inscription était demandée avant le vote du budget. À ce jour, aucune installation n'a été effectuée. Alors, où en est-on des 3 installations prévues et où est-ce qu'elles sont abandonnées ou il y a un projet autre? C'est la question que je pose. Monsieur Le Breton. Alors, en ce qui concerne ces fameux feux,
Bon, il faut avouer que les discussions avec les services des routes ont été plus longues que prévu. Et donc, il a été un peu difficile d'adapter le projet aux exigences du service des routes. De plus, nous avons, pour l'installation du feu au carrefour de l'avenue du Jeune Mail, on l'a mis, complètement à repousser, puisqu'il y avait, de la part des usagers, une prescription génétique, préférant, les usagers préférant maintenir le système de circulation de ramassage de bus qui existait. Voilà. Donc c'était le déplacement de la réponse. C'était pas le système, c'était... Donc, on a donc, mis en sommeil cette idée-là, puisque aujourd'hui, elle ne satisfait pas tout le monde, donc il faut encore y réfléchir. En ce qui concerne le feu de circulation du carrefour de la départementale 86I, là c'est un petit peu différent. Je parlais du carrefour du chemin du Creux, du chemin des Veillés. Donc là on est relativement bien avancé puisque les travaux devraient débuter ce mois-ci. Les bons de commande sont partis. Les bons de commande sont partis et les entreprises devraient attaquer les travaux sur mi-octobre. Voilà. Enfin, en ce qui concerne les feux de circulation du chemin de ronde, ils s'intégraient aussi dans la proposition d'aménagement des places, notamment de stationnement de la ville haute, du parking Moret. Donc, le parking Moret a été repoussé, le projet parking Moret a été repoussé sur 2026. Donc, évidemment, l'urgence s'en est trouvée complètement modifiée, je dirais, et tant qu'il n'y a pas un surplus de circulation vers le parking Moret pour dégager la place devant l'entrée de la cathédrale, voilà, je dirais, il y a l'urgence, il n'y a plus. Encore une fois, toutes les demandes, pour répondre à la question générale sur les demandes qui sont faites en début d'année, d'engagement de dépenses avant le budget, eh bien c'est souvent pour gagner du temps, mais on n'est jamais sûr que tous les projets pourront démarrer réellement entre le mois de janvier où on fait voter cette liste de travaux et puis le mois d'avril où elle se trouve voter le budget. C'est souvent un peu plus compliqué sur beaucoup de projets, on est obligé d'en regarder certains. Voilà. Je pense que je n'ai pas oublié, non, il y avait les 3 feux en question, donc s'il y a d'autres questions, et sachant que quand vous mettez en place, vous avez le service des routes, le service du département, vous avez encore la BF qui revient ici, et la sélection des entreprises, tout ça, etc. Donc ce sont des projets qui sont toujours de longue haleine, mais qui ne sont pas liés, y compris le projet de la ville haute, qui sera reporté juste de quelques mois. Enfin, pour nous, l'essentiel était vraiment prioritaire, sur ce carrefour, au Creux, à la Brèche, et au Perrier, la communication, parce que c'est l'entrée de ville qui va nous permettre aussi de ralentir un peu la vitesse des véhicules, notamment devant les établissements scolaires qui sont juste à côté, et les sorties de parking qui s'effectuent. Donc c'est aussi une bonne chose qu'on ait pu quand même avancer sur ce projet-là. Voilà. Monsieur Breton, je vous remercie. Vous m'avez invité à vous poser une autre question sur la réunion, non? Notre question ne fait pas partie de... Non, notre question sur ce domaine des voies. On a répondu à la question orale et ça s'arrêtera là. Donc on passe à la commission extra-municipale, marché hebdomadaire, M. Jean-Pierre Saez. Alors, du conseil municipal du 27 novembre 2024 a été créée une commission pour associer citoyens, commerçants et élus à la gestion du marché hebdomadaire. J'ai été désigné parmi les 3 élus de cette commission, mais après, a priori, il n'y a pas eu de réunion. Alors, pourquoi n'y a-t-il pas eu encore de réunion? Il y a 2 raisons essentielles. Bon, d'abord, la période budgétaire qui a fait qu'on a été très occupés et on comptait de toute façon de le faire
c'est que notre placier, comment dire, sur le marché, a donné sa démission. Et donc, on s'est trouvé dans l'obligation de le remplacer. Et il est évident que quand on va aller discuter avec les commerçants du marché, il faut qu'on ait quelqu'un qui soit compétent aussi pour les actions et formé. Et d'ailleurs, dès lundi prochain, cette nouvelle personne qui s'occupe maintenant de, des placements sur le marché bénéficiera d'une formation complète sur les approches de gestion des marchés de commerçants. Voilà. Bon, on va finir par un document qui a été remis sur table, puisque, M. Allais, vous aviez souhaité savoir la comparaison entre les écoles privées et les écoles publiques, si les subventions étaient tout le monde sur le pied d'égalité. Donc, vous avez un document qui a été remis, donc avec les chiffres qui étaient donnés. Voilà. Pour répondre à votre question. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le conseil municipal est levé.